Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous partager certaines des raisons pour lesquelles je préfère parler peu de moi dans ce travail que je présente. Ça changera peut-être. Alors, je préfère tout d'abord placer l'importance sur l'information que je transmets plutôt que sur moi. D'autres personnes ont une autre démarche. Cette démarche est tout à fait légitime et je vous expliquerai pourquoi je la trouve tout à fait légitime aussi. Alors, personnellement, j'ai envie de vous transmettre les informations de la manière la plus neutre possible pour que chaque personne puisse comprendre au mieux comment ces choses fonctionnent et faire marcher son intelligence, sa créativité pour trouver des solutions adaptées. Car les techniques sont en évolution constante, elles sont adaptatives et je pense personnellement qu'elles sont très variées. Et les effets en sont donc très variés aussi. Je vous donne un effet très simple à comprendre. Il s'agit de ce que j'appelle l'effet caféine, c'est-à-dire un effet de surexcitation. Alors, certaines personnes peuvent subir spécialement cet effet. D'accord? D'autres peuvent subir l'effet inverse, c'est-à-dire un engourdissement. Les deux sont difficiles à gérer, mais elles proviennent pas toujours, mais dans les cas que je partage, de sources qui sont sensiblement semblables. Donc, il est bon de savoir comment ça fonctionne pour adapter les moyens que l'on va trouver à la situation personnelle, à l'effet que l'on peut ressentir. Hein? Alors, d'autre part, je tiens quand même à souligner que souvent, les personnes peuvent subir un effet de surexcitation à des moments que j'appelle caféine, ça va les épuiser et souvent, à des moments clés, subir un effet d'engourdissement. Ça aussi, ça fait partie des techniques. Alors, le but de ce que je présente, c'est de donner aux gens de bonne volonté la possibilité d'éviter de psychiatriser les effets par la compréhension. Alors je ne dis pas qu'il n'y a jamais une maladie psychiatrique, hein. Je pense que ça existe, mais en l'occurrence, les gens qui subissent ces technologies, ce ne sont pas des maladies psychiatriques. Même si la somme de stress qui en découle peut provoquer certaines maladies, effectivement. Alors, personnellement, je ne veux pas que les émotions personnelles me fassent perdre l'objectivité. J'aurais peur d'être injuste. Alors, les émotions, déjà, j'ai toujours pris un petit peu l'habitude de m'en méfier parce que très jeune, je m'étais aperçue qu'il était possible de manipuler des foules. Je ne le faisais pas. Mais quand une personne est dans une foule, elle peut vraiment se transformer et faire des choses qu'elle n'aurait pas faites autrement. Voilà. Et maintenant, avec ce que je sais, au niveau de la manipulation des émotions et des sentiments, je m'en méfie encore plus. Est-ce à dire que je n'ai pas d'émotions ni de sentiments? Non, c'est faux. C'est simplement que je les garde pour d'autres domaines. Par exemple, le domaine artistique ou d'autres domaines plus personnels, évidemment. Mais je les passe au crible avant pour essayer d'éviter des pièges et aussi, comme je le disais, parce que j'ai peur qu'elle puisse me rendre injuste et j'ai peur aussi qu'elle puisse me faire exagérer. Là, je préfère revoir à la baisse tout ce que j'ai compris pour rester sur ce qui est prouvable par la déduction sur le plan très général. Voilà.
C'est une position que j'impose à personne, mais c'est la mienne. Je vous la partage. D'autre part, j'essaye au travers de ce travail de favoriser la progression de plusieurs positions. Premièrement, l'indifférence par rapport aux gens qui subissent ces techniques et technologies en pensant que c'est de la sensiblerie, ou alors de penser que ce sont des maladies psychiatriques, ou alors voilà, ou alors une exagération quelconque, pour passer au stade de compassion, parce qu'on se rend compte vraiment que les gens qui vivent ces choses-là, ben, ça peut s'assimiler et c'est de la torture. Et pour passer encore à un stade supérieur, qui est la solidarité. Parce que la solidarité, c'est de s'apercevoir qu'on est tous concernés, directement ou indirectement, dans le présent, dans le futur, mais on est tous concernés. Alors, je reviens aux vidéos et aux textes qui parlent plus de choses personnelles que les gens vivent. Alors, je me permets juste une petite parenthèse, et il faut simplement faire un petit peu plus attention à la psychiatrisation. Mais je comprends que de deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, pour certaines personnes, je pense, vu que ces personnes ont choisi de faire cela, que c'est le mieux. Pour assurer leur survie, parce que effectivement, on peut mourir avec ces choses-là, et aussi, ces vidéos pourront servir de preuve lorsque les enquêtes seront faites. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il est possible de provoquer comme réaction hors personnalité et hors contexte, employable pour la calomnie et la désocialisation. Alors tout d'abord, il y a tout ce que j'ai commencé à expliquer concernant la stimulation électrique du cerveau. Donc une personne sous cette stimulation peut avoir des réactions, des émotions et des sentiments hors contexte et hors personnalité. D'autre part, il est possible de sortir des éléments de leur contexte, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, où une personne perçoit un danger et veut prévenir, elle est la seule à percevoir ce danger, voilà, pour des raisons X ou Y, mais le danger est réel. Et en général, ça se sait par la suite, parce qu'en général, il y a des drames. Donc, elle va ressentir une forte émotion, en général de la peur, mais là, la peur est liée à la non-indifférence. Hein, si vous n'avez pas peur que quelqu'un tombe alors que la personne prend des risques visibles, eh ben, c'est de l'indifférence. Je ne parle pas de quelqu'un qui maîtrise parfaitement quelque chose et qui semble prendre des risques, mais qui ne prend pas de risques. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Voilà. Donc, elle peut être aussi dans le désarroi de savoir quoi faire. Alors là, je vais vous donner un exemple qui est plus matériel, parce que tout ce qui est matériel, c'est plus compréhensible. Par exemple, si on a caché à une personne qu'elle était très très proche du vide physiquement, on lui a dit non, il n'y a aucun souci, il y a des filets en dessous, si tu tombes tu te fais pas mal, etc. Mais vous savez que c'est faux, parce que vous êtes allé vérifier, il n'y a pas de filet, si elle tombe, ça va faire mal. Alors, la personne qui veut prévenir peut être dans une interrogation. Alors, faut-il prévenir la personne qui est proche du vide en se disant que l'information peut la faire paniquer, que la panique peut donner des mouvements incoordonnés et encore plus la faire tomber? Si on rajoute qu'il est possible
de renforcer cette panique par la stimulation électrique du cerveau. Je ferai une vidéo là-dessus avec beaucoup de références et vous verrez que c'est tout à fait possible. On peut hésiter à prévenir, hein, peut-être essayer de trouver autre chose. Voilà, donc ça demande toute une réflexion, beaucoup d'énergie pour trouver la solution la plus adaptée. Et souvent, les gens qui sont dans ce style de harcèlement se retrouvent dans des situations où le choix du moindre mal ou le choix du meilleur devient très très difficile. Alors, d'autre part, les gens qui subissent ces techniques sont souvent confrontés à la négation de leur réalité. Je prends un exemple, il y a des cibles qui ont des relèves en veux-tu, en voilà, et on leur dit ça n'existe pas, ou alors voilà, elles ne sont pas prises en compte, ces relèves, hein, pourtant elles sont tout à fait réelles. Alors cela arrive souvent déjà dans les crimes classiques, c'est la notion de couverture. En général, un criminel, quand il fait quelque chose de pas bien, ben, il essaye de se couvrir. Mais là, c'est encore pire, car la possibilité de nier l'agression est la base de toutes ces techniques. Donc, se positionner devant le déni, c'est quelque chose de très difficile qui demande tout un travail. Et ce travail est difficile à faire en situation d'urgence. Et les gens qui subissent le harcèlement global sont très très souvent en situation d'urgence. Alors, ce qui peut être pas mal, je dis juste pas mal, hein, c'est d'expliquer. Voilà ce qui se passe, voilà les relèves, voilà comment ça peut se passer, expliquer intellectuellement, mais ça peut être long. Et souvent les gens ont peu d'écoute, parce que c'est long et compliqué. Hein, et que d'autres interprétations beaucoup plus simples sont tout de suite présentées. Alors, d'où l'intérêt des publications. Hein, parce que c'est expliqué une fois pour toutes, si les gens veulent écouter, ils écoutent, s'ils ne veulent pas écouter, ils écoutent, mais il n'y a pas besoin de répéter 100 000 fois les mêmes choses. Là, j'ai exagéré, hein, j'ai exagéré, plusieurs fois les mêmes choses. Mais une fois que les explications sont données, eh bien, après, il faut gérer l'attente d'un retour, parce qu'évidemment si on parle c'est toujours dans l'espoir et dans l'attente d'un retour, et ça c'est difficile. Alors les personnes peuvent avoir tendance à tout bloquer par survie intérieure, car s'il y a eu beaucoup de déceptions, il faut comprendre qu'une espérance déçue sur un terrain d'épuisement peut utiliser le peu de force et le peu d'énergie qui reste et mettre en danger la personne par rapport à ses devoirs élémentaires. Il ne lui reste plus aucune énergie pour faire ce qu'elle avait à faire pour sa vie. Voilà. Hein, mais c'est quand même dommage de tout bloquer parce qu'il peut exister des bonnes choses. Donc là aussi, il faut toujours réfléchir au moindre mal, au mieux, etc. Donc ça demande une adaptation, un effort de réflexion, donc de l'énergie. Alors, la position par rapport aux calomnies, aux distorsions d'intention, c'est-à-dire que par exemple vous faites quelque chose dans un but et on vous affirme, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de, comment dire, de puissance d'affirmation, c'est pas toujours ceux qui ont compris le plus de choses d'ailleurs, hein. Et que c'est faux, et on invente une histoire sur vos motivations. Les extrapolations diverses aussi sont souvent pratiquées. Donc là aussi, la position est très difficile à trouver. Et là aussi, moi, ce que je pense, mais je l'impose à personne, c'est que il peut être bon d'expliquer au cas où il y ait une personne de bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas, il faut une capacité de résistance aux pressions.
Hein. Et puis, il faut que ce soit une personne qui n'ait pas peur du rejet du groupe. En clair, c'est pas tout le monde. Hein. Les gens qui ont ces trois capacités sont plutôt exceptionnels. Hein. Et il faut aussi garder en tête que si les gens ne veulent pas comprendre, eh bien, ils pourront toujours s'appuyer sur une de ces deux interprétations. Alors là, je les ai entendues, hein, j'invente pas. Si la personne se justifie, ça veut dire qu'elle est en tort. Ok, et la personne est très sûre d'elle, et elle est convaincue que la personne est en tort parce qu'elle se justifie. Donc vous aurez donné vos explications pour rien du tout. Si c'est une personne évidemment qui réfléchit comme ça, hein, il y a d'autres personnes qui comment dire, ont une réflexion plus poussée. Hein. D'autre part, si vous choisissez de vous taire, par exemple, ou de plus trop répondre parce que vous êtes un peu fatigué de ce style de réaction, alors là aussi, j'ai entendu des gens dire des trucs comme ça, il ou elle n'a rien trouvé à dire. Ces affirmations lui ont cloué le bec, donc elle est en tort. Donc que vous parliez ou que vous ne parliez pas, si vous êtes en face de personnes qui ont ce style de réflexion, ça ne changera rien du tout. Mais voilà, hein, parler au cas où il y a quelqu'un d'un peu plus profond qui écoute, ça peut toujours être intéressant. Hein. Alors, je vais dire quelques mots du mode survie. Alors, le mode survie comprend la légitime défense, mais d'après ce que j'ai compris, la légitime défense concerne plutôt les actes et les crimes. Donc, c'est plutôt physique. Mais le mode survie comprend aussi la survie sociale, c'est-à-dire que par exemple on va vous prélever sur votre compte par erreur, hein, une grosse somme, et pendant ce temps vous avez, elle va vous être remboursée, hein, mais vous ne savez pas quand, et pendant ce temps il peut y avoir des agios, des problèmes avec la banque, beaucoup d'énergie de dépenser, et voilà. Hein. Alors évidemment, c'est pas un petit problème comme ça, mais c'est l'accumulation de ces petits problèmes qui font que la personne peut tomber dans l'épuisement. Hein. D'autre part, ça peut être des papiers impossibles à retrouver, et vous téléphonez de partout, et c'est pareil, vous êtes renvoyé de bureau en bureau. Bon, ça arrive à tout le monde, mais pour les gens qui subissent le harcèlement en réseau, c'est quasi systématique. Hein. Alors, lorsque les gens sont dans ces situations, eh bien, ils sont obligés d'employer une assistance que je qualifierais comme inélégante. Ils sont obligés aussi, parfois, de parler de manière plus ferme, parce que sinon, bon, on leur dit oh, ben, on est désolé, point barre, on raccroche et c'est terminé. Donc, s'il n'y a pas d'assistance, eh bien, voilà, la personne n'aura pas ses papiers, aura rien du tout. Voilà. Voilà. Alors, par contre, moi je pense que c'est toujours bon de commencer doucement, de parler voilà, gentiment, et puis jamais d'être mal poli, là, ça c'est mon avis, mais des fois d'être un petit peu plus ferme, bon, je pense que ça peut servir. Hein. Voilà. Le mode survie peut avoir des avantages. C'est-à-dire que ça peut représenter une énergie supplémentaire pour une situation qui, à la base, est au-delà des formes de la personne. Mais cette énergie supplémentaire est souvent difficile à gérer, et aussi, elle peut procurer un épuisement. Donc, besoin de récupération intense à d'autres moments. Hein. Le langage peut être haché par rapport aux multiples situations d'urgence, par exemple,
Il peut être parfois rapide. Alors là, attention aux interprétations. J'y reviendrai de quelqu'un qui parle vite. Hein. Il peut y avoir de multiples interprétations. Celle-ci et d'autres. Hein. Et là, le ton de la voix peut être tendu aussi. C'est-à-dire que la personne a l'impression de se noyer. Et c'est ce qui se passe parfois au point de vue social. La noyade sociale. Donc, elle peut avoir un ton de voix plus tendu à certains moments, qui déforme un petit peu ses qualités vocales à la base. Hein. Voilà, et tout cela peut être confondu avec de l'agressivité.